Ces grappes de fleurs jaunes, des pêcheurs en débardeur, des enfants dorés et nus qui courent dans le gazon court. Leurs parents qui les regardent dans l'air rose de ces airs. Le silence de la ville au bord du fleuve. Un peu plus loin, au bout du ponton, une bande de jeunes gens se baignent avec leurs corps neufs. Ils éclaboussent le fleuve immense dont on ne voit jamais la berge opposée. Le jasmin roule ses feuilles vertes et ses fleurs dans le vent. Le temps s'arrête entre deux nuages. C'est la saison sèche. Je goûte la saïe qui redevient graineuse. Partout, l'air et le corps de l'Amazon. Nous devons rire comme des hommes devant l'enfer de notre histoire, mais aussi penser comme des hommes qui ne peuvent pas fermer les yeux, crier l'absolution qui ne peut pas venir, attendre la justification qui ne sera jamais entendue. Et seuls, dans l'interdit silence de l'intelligence, nous ne pourrons que vivre de nous connaître nous-mêmes et partager le vivre. Nous devrions rire d'un rire inextinguible et lucide en ouvrant les livres de notre avenir. C'était donc une position de partage ce soir avec vous d'un chemin de lecture dans ce livre. Donc à présent, c'est le moment où nous échangeons. Donc ce soir, nous avons eu vraiment le bonheur de travailler avec Benoît et Juliette de la compagnie Danse Fusion. Et bien sûr avec la collaboration de Flore Vaillant. D'échange avec le public, auprès des différents artistes qui ont exposé la soirée. Voilà. Et ensuite, il y a une vente dédicace du livre. Une question, parce que tellement d'écouter de la pays. Je vais vous en venir, pas vous rencontrer. Mais j'ai une interrogation sur le site de Panoptica Americana. Panoptico. Ah, oui, la Panoptique, oui. Alors pour votre pièce, c'est l'étude, le Panoptique, pour me tromper, de comment donner une étude du débat, et le Panoptico, c'est un lieu pour lequel on voit tout, pas de sang, et on voit tout le tour. Oui, elle est venue parce que voilà, c'était la référence à Bentham et puis aussi à Foucault dans Surveiller et punir, sur l'idée qu'on construit le continent comme une sorte de gigantesque prison esclavagiste de déportation. Et c'était ça qui avait ça, et le fait que ce livre s'est construit autour d'un voyage qui était un cercle. Qui donc dessinait sur de la Colombie jusqu'au Venezuela, puis ensuite dans le sud du Brésil, puis remontait jusqu'à Macapa, qui descendait une sorte de cercle qui permettait de penser et tout voir. Bien sûr, c'est une fantasmagorie. Bien sûr, c'est une fantasmagorie, d'où l'ironie que j'ai sur moi-même dans le carnet de voyage. Cette impression complètement fausse de tout voir et en fait de ne rien voir réellement. Donc c'était ça ma revue, c'était pour ça. C'était à la fois sur la réalité géographique du cercle qui était fait et en même temps par rapport à l'idée
à cette volonté de construire des espaces où on peut mettre des hommes partout, dans une espèce de fantasme administratif total et barbare, avec un regard qui maîtriserait, qui dirait ça, il n'y a que ces espaces-là pour ces hommes, et ils ne peuvent jamais échapper au contrôle de leur destination. C'est juste ça le titre. Moi j'ai une question, Alexandra. De ton livre Voltaire, tu parles de l'espoir. Je m'attendais à entendre On ne pouvait pas faire la présentation du livre sans faire également la présentation de l'œuvre qui constitue l'illustration de la couverture. Il s'agit d'un triptyque qui a été réalisé par Flore Vaillant, qui est ici présent. Je vais quand même lui donner pas mal de paroles pour qu'elle puisse présenter comment ça, enfin, vous raconter un peu aussi comment ça s'est passé ce travail-là. Mais en fait, je cherchais, des éditeurs m'avaient demandé de trouver des illustrations. Et vu la structure du livre, l'idée était d'avoir une couverture avec un triptyque. Et je cherchais des artistes auxquels je pouvais demander des détails de certaines de leurs œuvres pour pouvoir constituer cette illustration de la couverture. Et puis, j'ai appelé Flore, je lui ai parlé du projet et je lui ai envoyé le livre. Oh, maintenant c'est qui raconte. Donc, bon, comme Alexandra vient de le dire, donc, elle m'envoie le manuscrit. Et très vite, je me plonge dans la lecture de ce manuscrit. Et j'étais littéralement happée par son recueil. Dès que je me suis mise, j'ai enchaîné. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de peindre, en fait, de réaliser une peinture d'une femme que je voyais un peu comme une déesse.
Kids screaming in the craters, profanities. I feed on the ice covered in ink. Girls are the ones who come and cries then watch me weep. I love everything. Fire spreading all around the room. My one's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to face reality. Why can't you just let me eat my way clearly? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their craters, profanities. Some days I feel skinnier than all the others. Sometimes I can't deal with my body growing. I love everything. Je vous invite à présent à vous rapprocher de l'espace de la maison pour une deuxième série de lectures.
Ça a été un dialogue sur le livre et après un dialogue sur la peinture. Au fur et à mesure, Flore m'envoyait les différentes évolutions des tableaux au fur et à mesure. Et ça commençait à prendre vraiment forme, à se construire. Donc c'était à la fois un dialogue entre mon livre, entre sa peinture. Et puis quand j'ai vu le résultat final, c'était quand même très impressionnant. Ce triptyque il a été exposé à Talon d'Armille. Il a été exposé et présenté une première fois à Talon d'Armille. C'est la deuxième fois ce soir. Donc qu'il est présenté au public. Vous avez trouvé normalement sur le fauteuil voilà, des petites présentations écrites qui peuvent effectivement apporter un peu plus d'éléments. Le livre, j'ai commencé. Avant de commencer de vous proposer une première lecture du livre, j'ai d'abord commencé en écrivant le champ central qui est un carnet de voyage. C'est un voyage que j'ai fait lorsque je suis partie pour 2 festivals de poésie en Amérique du Sud en tant qu'autrice. C'était une chose absolument extraordinaire. Ça m'a bouleversée, cette rencontre avec le monde artistique, c'était la première fois pour moi. Ça a déclenché chez moi quelque chose qui a été, tout d'abord, ça s'est manifesté dans un travail de carnet poétique. Et donc j'ai commencé par écrire ce carnet, qui est incarné par le tableau central. Et puis ce voyage s'est poursuivi pour moi, par de ma famille au Brésil. Et j'ai enchaîné ensuite avec une traversée de plusieurs espaces, notamment dans Minas Gerais et la région de São Paulo, des endroits où je connais un peu. Et ce contact avec la culture brésilienne, m'a amené à réfléchir à la voix des Panthéon Urubá et à la voix des Orixás. Et quand j'étais à São Paulo, je suis tombée sur une collection d'ouvrages que j'ai édité, une collection de petits livres spécifiques de recherche ethnologique et sociologique sur les Orixás. Et je les ai achetés, je les ai lus. Et j'ai commencé à ce moment-là à recevoir ce chant-là. Et toujours à São Paulo, je rencontre un ami qui était un chercheur, un historien, CCU franco-péréen. Et un soir, nous discutons et il me raconte qu'il vient de lire un article à un groupe de recherche sur la question pénitentiaire en Amérique du Sud et il travaille avec des chercheurs sud-américains. Et il me dit, il faut absolument que tu lis cet article, c'est incroyable. C'est un article qui parle du projet de déportation qu'il y a eu à la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Enfin, c'était avant la fin de la guerre. Les États-Unis du Nord avaient, s'ils remportaient la guerre de sécession, le projet de déporter les 4 millions d'esclaves devenus libérés en Amazonie. Et donc il m'envoie cet article qui
me bouleverse, c'est qu'il devient le dernier élément du livre, celui qui va faire le lien entre toute la violence symbolique, sensorielle, artistique vécue à travers les autres chants, s'incarne dans un chant historique qui articule ça non plus dans un temps infini, ça c'est le temps infini, c'est le temps des orishas, le temps personnel, ça c'est mon carnet de voyage, et puis ça c'est le temps historique. Cette année est décidée l'année dernière, et c'est à lui que j'ai dédié le livre. C'est la dédicace que vous pouvez lire en ouvrant le livre. Donc maintenant, je vais vous proposer une lecture avec des Lumey et Micheline Giltero. Une première lecture de Panoptica Americana. Tes yeux mangent le reflet de ton visage ébloui. Sur le miroir des fleuves où tu ne permets pas aux hommes de remplir directement leurs yeux d'un côté. Et on dit que ceux qui le tenteront en resteront aveugles à jamais. Il y a 4 rêves dans la nuit de Magdalena. Un pour la fin de la lune, un pour gratter la mémoire enfance, un qui nettoie le sol taché de graisse, et celui qui s'envole et se pose sur son sourcil. Ces fureurs de 1000 jaguars sont la maison des tempêtes. Sans visage, sans barque, ça casse tes paroles de tigresse. L'oubli n'est rien sur sa joue. Elle tresse la turbulence des Yansa au vent déporté sans cesse, dans ses passés de départ sans arrêt. Medellín, premier jour. C'est une ville courbe où les rues sont 1000 torrents de musique et de chariots d'ananas, de glaneurs de plastique, de fleurs coupées, de métros aborigènes. J'y parle une langue brésilienne que personne ne comprend mais à laquelle tout le monde me répond. La vie se lave le cul sur le bord de la rue et un soleil fourbe se cache derrière de piètres nuages. Au détour d'un bus et d'une armée de taxis, la ville s'accroche à la montagne, d'un verre profond et acide de pommes jeunes. Abraham Lincoln est né il y a un peu plus de 200 ans et voyait dans la libération des anciens esclaves l'origine d'une guerre raciale. Il n'était pas le seul à penser cela. Les États-Unis n'ont jamais vraiment quitté cette obsession. Elle habite leurs yeux et leur chair et la haine qu'ils projettent encore sur leur propre pays, comme un engrais prometteur ou un poison plus collant qu'un gaz de guerre. Elles furent nombreuses, les déclarations qui formulèrent bien avant la proclamation de l'émancipation des esclaves le projet de déportation des personnes noires, un ricochet de déportation, fil conducteur de bombes sur une eau infernale. Portulant fragile, pour retrouver le chemin, feuille. Fleur des brumes, dame des songes, clé des transes. Lorsque le rêve nous emporte, nous sommes d'autres, elle devient alors dame des espérances. Et dirige le rêve des hommes, des femmes, le rêve des enfants. Elle les nourrit de douceur fictive, mais aussi de terreur, de crainte, de cauchemars en mousse. Madalena observe ses mains qu'elle plonge dans l'eau du fleuve. Si elle les regarde plus attentivement, le rouge n'y est pas vraiment rouge, et ses ongles plus noirs qu'elle ne peut l'accepter. La laisse. Le poète marche dans cette ville où les femmes le séduisent de ses propres mots.
Ils les regardent dans les échoppes, assises sur des tabourets où s'allongent leurs jambes, et il ne revient pas de les entendre ainsi lui promettre l'amour avec tant de verve et sans vergogne aucune, lui voler son pouvoir au point de leurs lèvres rouges et retroussées. Elle roule ses mots entre leurs seins d'un art qui le rend inutile. Et lorsque passe un petit chien, bichonné et en laisse, il croit se voir en lieu et place du loup féroce et solitaire qu'il avait construit au fond de lui-même. La grande machine esclavagiste américaine se déploie comme un vautour de 15 000 kilomètres d'envergure. Son ombre porte jusqu'aux frontières de notre présent. Lincoln, assis sur son siège de marbre, peuple les $5 de son regard de héros visionnaire. Et ces lignes du discours de Gettysburg passent des lèvres de Churchill à celles d'Obama. C'est la langue d'une partie de lui. Mais dans les feuillets de James Watson Webb, on trouve d'autres hommes, d'autres projets, d'autres Lincoln, des hommes blancs, de leur époque traversée et certaines des conséquences de la haine raciale, emplis du désir de transporter ailleurs le fruit de leur propre ignominie. Déportation, relocalisation, quel mot utiliser pour cet attouchement barbare qui poursuit une logique anti-rébellante? Nous avons à présent rejoint le jardin. On ne pourrait pas faire la présentation du livre sans faire également la présentation de l'œuvre qui constitue l'illustration de la couverture. Il s'agit d'un triptyque qui a été réalisé par Flore Vaillant, qui est ici. Je vais quand même lui donner pas mal de paroles pour qu'elle puisse présenter comment ça, enfin, vous raconter un peu aussi comment ça s'est passé ce travail-là. Mais en fait, j'ai cherché, des éditeurs m'avaient demandé de trouver des illustrations. Et vu la structure du livre, l'idée était d'avoir une couverture avec un triptyque. Et je cherchais des artistes auxquels je pouvais demander des détails de certaines de leurs œuvres pour pouvoir constituer cette illustration de la couverture. Et puis, j'ai appelé Flore, je lui ai parlé du projet et je lui ai envoyé le livre. Oh, maintenant c'est elle qui raconte. Donc, bon, comme Alexandra vient de vous dire, elle m'envoie le manuscrit. Et très vite, je me plonge dans la lecture de ce manuscrit. Et j'étais littéralement happée par son recueil. Dès que je me suis mise, j'ai enchaîné. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de peindre, en fait, de réaliser une peinture d'une femme que je voyais un peu comme une déesse.
live. Kids screaming in the cradles, profanities. I sleep on the ice covered in cross all the ones who come and cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around the room. My one's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open the first reality. Why can't you just let me get my way and breathe? I'm living inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the others. Sometimes I can't deal with my body. I love everything. Je vous invite à présent à vous rapprocher de l'espace de la maison pour une deuxième série de lectures. Membre présent. Il n'oubliera pas la dernière parole à chanter, le dernier fruit tombé à terre, la sueur offerte, le pli du courage perdu. La griffe du chat n'a pas d'ombrelle. La terre n'existait pas. Au Koum, l'océan s'étendait sur le nom de l'espace. À 6 mâts du ciel, aux seins jumeaux, jumelles des jours d'Okoum, jumelles couvertes d'océan, lui donna 2 fils, Okshala et Oudouaba. Ainsi, Okun appela Okshala. Pour une poignée de terre et une poule à 5 doigts, il lui demanda de construire la terre au-dessus d'eux. En chemin, Okshala bu la fièvre du vin de palme, s'endormit entre 2 lions de mer. La Guaira. Danse vivante des filles au regard creusé de force, comme un requin déséquilibré par sa puissance. Mordre une pomme d'amour et mobiliser sa saveur petit à petit. Simon Bolivar partout, dans son col archaïque qui me rappelle celui du portrait de Toussaint Louverture, des épaulettes de folklore, vieil or et doré. À quelques mètres, des murs de conteneurs et la jetée de la mer, récit ergonomique dont je ne connais pas encore le ton, entre l'émerveillement et l'ironie, émerveillement fragile, ironie épuisée. De la terre verte et haute sur les montagnes, où des milliers de dieux entourent la ville, ou la jettent à la mer. Parfois, on ne sait pas ce que le jour apporte ou enlève. Tout est affaire de réciprocité de la domination, d'intégration de la violence, de ne pas se vomir soi-même. Ils ne seraient pas redevenus esclaves, mais adoubés apprentis presque des frères de chaîne, des égaux en aliénation. Il y a quelque chose presque de grotesque dans la normalité de ce regard. Le fruit de leur travail de 5 ans et 1 mois aurait dû appartenir à la société de concession, afin de payer les frais de transport, la 2e déportation, ainsi que la préparation à l'éducation et à l'autonomie de leur logement. C'est une bonne affaire,
a good deal.